Chapitre 17. Depuis l'arrivée de vendredi, Robinson n'était pas retourné au fond de la grotte. Il espérait que grâce à son nouveau compagnon, la vie dans l'île, le travail et les cérémonies l'amuseraient suffisamment pour qu'il n'ait plus envie de cette sorte de drogue. Or, une nuit de pleine lune, il s'éveilla et n'arriva plus à se rendormir. Dehors, il n'y avait pas un souffle de vent, et les arbres parfaitement immobiles paraissaient dormir, comme vendredi et Taine enlacés à leur habitude devant la porte. Robinson fut envahi par un sentiment de très grand bonheur. En effet, parce qu'il faisait nuit, il n'y avait pas de travail possible, pas de cérémonie, pas d'uniforme, pas de gouverneur, ni de général, bref, c'étaient les vacances. Robinson aurait voulu que la nuit ne finît jamais, que les vacances durent toujours. Mais il savait que le jour allait revenir, et avec lui tous ses soucis et toutes ses obligations. Alors il se leva, et il alla arrêter la clepsydre. Puis il ouvrit la porte, il enjamba les corps de Vendredi et de Taine, et il se dirigea vers la grotte, au fond de laquelle, justement, la nuit ne finissait jamais, le rêve durait toujours. Le lendemain matin, Vendredi fut bien surpris de ne pas retrouver Robinson. Il avait dormi 2 heures de plus parce que son maître ne l'avait pas réveillé, et il se sentait de très bonne humeur. Que faire? Il y avait bien les choux à arroser, les chèvres à traire, et une petite cabane d'observation à terminer au sommet du cèdre géant de la grotte. Mais puisque Robinson n'était pas là, toutes ses obligations d'homme blanc disparaissaient, et Vendredi n'obéissait plus qu'à son cœur d'Indien. Son regard rencontra sous la table de Robinson un coffre fermé, mais non verrouillé, dont il avait pu explorer le contenu. Il le traîna sur les dalles et le hissa sur son épaule. Puis il sortit, suivi par Taine. Au nord-ouest de l'île, à l'endroit où la grande prairie se perdait dans les sables, fleurissait une plantation de cactus et de cactés qui avaient des formes et des silhouettes les plus bizarres. On aurait dit un cortège de mannequins de caoutchouc verts hérissés de piquants avec des boules, des raquettes, des queues, des trompes. Vendredi lança sur le sol le coffre qui lui avait meurtri l'épaule. Les charnières du couvercle sautèrent et un brillant désordre d'étoffes précieuses et de bijoux se répandait au pied des cactus. Ses vêtements, Vendredi n'aurait pas songé à s'en vêtir lui-même, mais il trouva amusant d'en habiller les cactus qui avaient tous des formes vaguement humaines. Alors, pendant plus d'1 heure, il disposa sur ces drôles de plantes, grandes comme des hommes, des capes, des châles, des chapeaux, il leur enfila des robes, des pantalons, des gants. Il les couvrit enfin de bracelets, de colliers, de boucles d'oreilles, de diadèmes, et il trouva même au fond du coffre des ombrelles, des faces à main et des éventails qu'il leur distribua pour compléter l'illusion. Puis il contempla son œuvre, cette foule de grandes dames, de prélats, de majordomes et de monstres biscornus qui avaient l'air, dans leurs somptueux atours, de se contorsionner, de se faire des révérences, de danser un ballet fantastique et immobile. Il rit très fort et imita ces bons hommes et ces bonnes femmes absurdes en gesticulant et en sautant sur place, tandis que Taine gambadait et jappait joyeusement autour de lui. Puis il tourna le dos aux cactus et aux cactés habillés, et il se dirigea vers les dunes qui le séparaient de la plage. Il faisait un temps magnifique, et Vendredi chantait de bonheur en courant sur le sable blanc et pur de la plage. Comme il était beau, nu et joyeux, seul avec le soleil et son chien, libre de faire ce qu'il voulait, loin de l'ennuyeux Robinson. Il ramassait des galets mauves, bleus ou tachetés, bien plus jolis dans leur vérité et leur simplicité que les gros bijoux compliqués qu'il avait accrochés au cactus. Il les lançait à Taine qui courait après en aboyant et les lui rapportait. Puis il lui lança, dans la mer cette fois, des morceaux de bois, et le chien se précipitait dans les vagues. Il battait l'eau de ses 4 pattes, et il revenait vers Vendredi, porté par le déferlement. Ils arrivèrent ainsi près de la rizière, qui brillait au soleil comme un miroir d'eau. Vendredi ramassa une pierre plate et la lança au ras de l'eau pour faire des ricochets. La pierre rebondit 7 fois sur l'eau avant de s'y enfoncer sans éclaboussure. Ce que Vendredi n'avait pas prévu, c'est que Taine s'élança à nouveau pour aller chercher la pierre. Son élan l'emporta à une vingtaine de mètres, mais là il s'arrêta. L'eau était trop peu profonde pour qu'il puisse nager, et il pataugeait dans la vase. Il fit demi-tour et s'efforça de revenir vers l'Indien. Un premier bond l'arracha à la boue, mais il retomba lourdement et il commença à se débattre avec des mouvements affolés. Il était en train de se noyer. Vendredi se pencha vers l'eau sale et dangereuse. Allait-il y sauter pour sauver Taine? Il eut une autre idée. Il courut à la vanne qui servait à vider l'eau. Il passa un bâton dans le premier trou de la queue et fit levier de toutes ses forces.
Aussitôt, l'eau commença à bouillonner de l'autre côté de la vanne, tandis que le niveau de la rizière baissait rapidement. Quelques minutes plus tard, toute la rizière était à sec. La récolte était perdue, mais Taine pouvait atteindre en rampant le pied de la digue. Vendredi le laissa à sa toilette et se dirigea en dansant vers la forêt.